Bonsoir Jean-Christophe Picard. Bonsoir. Vous êtes le président national de l'association Anticorse, une association de lutte contre la corruption. Merci d'être avec nous. Alors vous vous battez pour rétablir de l'éthique, de la morale en politique. C'est un combat difficile, mais pour vous c'est un combat au cœur de l'avenir même de nos démocraties. Vous êtes notamment mobilisé donc depuis 2014 pour défendre Antoine Deltour, l'homme qui a permis les révélations du scandale LuxLeaks, des révélations sur les accords secrets donc qui existaient, vous nous direz si on peut mettre ce mot à l'imparfait, entre le Grand-Duché de Luxembourg et des centaines d'entreprises, des multinationales, des entreprises qui en toute légalité, en tout cas au début des années 2000, ont créé des filiales au Luxembourg pour y déclarer leurs bénéfices et donc payer beaucoup moins d'impôts que dans leur pays d'origine. Alors Antoine Deltour travaillait dans un cabinet d'audit, il a communiqué une série de documents à la presse pour dénoncer ces accords fiscaux et il est aujourd'hui poursuivi par la justice luxembourgeoise. Son procès va commencer le 26 avril prochain. Il risque 5 ans de prison et 1 250 000 € d'amende. Après l'arroseur arrosé, on a maintenant le lanceur d'alerte inculpé. Ces révélations sur ces accords, baptisés d'optimisation fiscale, ont gêné le Luxembourg et surtout son ancien Premier ministre, Jean-Claude Juncker, qui est aujourd'hui le président de la Commission européenne. Alors avant d'aller plus loin avec vous, Jean-Christophe Picard, d'abord je propose un rappel des faits avec Grégory Fontana. LuxLeaks, c'est l'histoire d'un énorme scandale de dumping fiscal où comment le Luxembourg a incité les plus grandes entreprises internationales à l'évasion fiscale. L'affaire éclate au grand jour. En novembre 2014, une quarantaine de journaux dans le monde publient 28 000 pages d'accords fiscaux conclus entre le gouvernement luxembourgeois et 343 entreprises. Un mois plus tard, une trentaine de nouvelles sociétés sont citées, parmi lesquelles le géant américain Apple, Starbucks, Disney ou bien encore Amazon. Opacité du système financier, secret bancaire, importante présence de sociétés holding, le Luxembourg est considéré par les économistes comme un véritable paradis fiscal. D'ailleurs, ces accords ont été signés dans les années 90, au moment où le Grand-Duché décidait de réorienter son économie vers la finance. Aujourd'hui, 46% de son PIB dépend des places financières. Très vite, le scandale prend une ampleur internationale et touche l'Union européenne en plein cœur avec une question: que peut faire Bruxelles quand on sait qu'au moment de ces révélations, la Commission européenne s'est choisie comme président Jean-Claude Juncker, ancien Premier ministre luxembourgeois, ancien ministre des Finances et du Trésor, et donc forcément au courant de ces pratiques. Situation délicate qui le met au bord du conflit d'intérêts. À la suite de ces révélations, le Parlement européen a mis en place la commission spéciale taxe chargée d'enquêter sur les pratiques fiscales dans les États membres. Les ministres européens des Finances ont conclu un accord sur l'échange automatique d'informations, mais leur rétroactivité se limite à 5 ans. Alors Jean-Christophe Picard, donc je rappelle, vous êtes le président de cette association Anticorse, une association de lutte contre la corruption. Il y a eu des avancées, on vient de le dire dans le sujet, mais à votre connaissance, ces accords avec le fisc luxembourgeois sont toujours d'actualité ? Oui, il faut comprendre que ces accords sont légaux. Ça peut parfois être requalifié par la Commission européenne d'aide illégale d'État qui fausse le jeu de la concurrence, auquel cas, parfois, par exemple pour le cas de Starbucks ou de Fiat, c'était requalifié d'aide illégale, mais par principe, ces accords sont légaux. Ce qui est choquant, c'est qu'on les ignorait, on ignorait leur ampleur. Il faut savoir, ce qui n'a pas été dit dans votre reportage, que le taux d'imposition au Luxembourg est de 29%. Et suite à ces accords... Ce qui n'est pas si peu d'ailleurs. Ce qui est pas mal, parce que la France est 33. Donc le taux on va dire, est bon, sauf que... Mais les entreprises parviennent à négocier beaucoup moins. Voilà, via ces accords, certaines entreprises payaient moins de 1% d'imposition. C'est là qu'est le vrai scandale, c'est qu'on ignorait complètement l'ampleur de ces accords, de ces, ce qu'on appelle les tax rulings, ces accords secrets. Et ça continue, ces accords secrets, vous pensez ? Oui, bien sûr. Encore une fois, c'est pas interdit. D'ailleurs, le ministre des Finances luxembourgeois a considéré que ces tax rulings, ces accords donc fiscaux, faisaient partie du patrimoine du Luxembourg. Donc, on ne touche pas au patrimoine du Luxembourg. Alors, mais évidemment, il faut les encadrer davantage. Il faudrait instaurer une assiette. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, pour essayer de limiter cette déperdition d'argent ? Parce que est-ce qu'on évalue le manque à gagner pour les fiscs européens en particulier ? Alors, sur les accords fiscaux, d'optimisation fiscale, ça n'est pas évalué puisque c'est légal. La fraude fiscale au niveau européen est évaluée à 1000 milliards. Par an. J'ai toujours du mal à donner les chiffres parce que c'est tellement invraisemblable qu'on a du mal à les croire. Il y a un célèbre juge belge qui estime que la fraude fiscale coûte à chaque citoyen européen par an 2000 € par an. C'est considérable. Alors l'optimisation fiscale, ça n'entre même pas dans cette estimation. Ce sont des chiffres
colossaux. Alors l'optimisation, on en a parlé dans le sujet, c'est pas vraiment de la fraude, mais c'est simplement éviter de payer l'impôt en déclarant les bénéfices dans des pays où les bénéfices justement sont très peu taxés. C'est ça le principe. Oui, voilà. Là, dans l'affaire LuxLeaks, c'est plus que de l'optimisation, c'est de l'évitement. C'est-à-dire qu'on on ne paye plus d'impôts. On arrive à une telle échelle que ça devient... Mais le fait de créer ces filiales, c'est pas interdit. Voilà, c'est pas interdit aujourd'hui. Alors, encore une fois, ça n'est pas interdit parce que souvent on ignorait l'ampleur du phénomène, mais ça devrait l'être, bien évidemment. Ce qu'il faudrait faire, vous me posiez la question, c'est d'instaurer une assiette commune pour l'impôt sur les sociétés, faire en sorte qu'en fait les sociétés payent un impôt dans tous les pays où elles génèrent du profit à hauteur du profit généré par pays. Une assiette commune, ce qui voudrait dire que par exemple que tous les taux d'imposition de l'impôt sur les sociétés soient le même dans tous les pays de l'Union européenne, on peut rêver. Pas forcément, mais au lieu de payer un impôt dans un pays, elle paye l'impôt dans tous les pays où elle génère du profit à hauteur du profit généré. C'est ce qu'on appelle l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur la société. C'est l'objectif, évidemment, à atteindre. Alors, je le disais, Antoine Deltour, donc, qui est l'homme qui a révélé ce scandale LuxLeaks, il attend son procès au Luxembourg. Est-ce qu'on peut imaginer qu'une condamnation d'Antoine Deltour soit possible ? Absolument, puisque là, il est accusé de vol de données, de violation du secret professionnel et de violation du secret des affaires. Donc, évidemment, il risque vraiment d'être condamné, comme vous le disiez, à 5 ans de prison et 1 250 000 € d'amende. C'est le problème des lanceurs d'alerte aujourd'hui, qui ne sont pas protégés. C'est le vrai souci. Ce sont des gens... Antoine Deltour, c'est un lanceur d'alerte. Ah bah oui, bien sûr. Alors, donc, il faut rappeler ce que c'est un lanceur d'alerte. C'est quelqu'un qui prend un risque pour révéler des secrets qu'il aurait découverts dans l'entreprise dans laquelle il travaille. Et ce sont souvent évidemment des banques. C'est un des problèmes, c'est qu'on n'a pas vraiment de définition, en France en tout cas, du lanceur d'alerte. Le Conseil de l'Europe donne une définition qui est vraiment intéressante. C'est quelqu'un qui, dans le cadre de sa relation professionnelle, dénonce soit un délit, un crime, ou alors une atteinte grave à l'intérêt général. C'est-à-dire, il ne dénonce pas quelque chose d'illégal, mais quelque chose qui est parfaitement scandaleux. C'est le cas d'Antoine Deltour, qui lui n'a pas révélé une infraction, mais il révèle des atteintes graves à l'intérêt général. Donc, c'est bien un lanceur d'alerte, bien évidemment. Et Anticor a souhaité cette année lui remettre un prix éthique pour l'encourager, pour le soutenir. Et puis aussi pour montrer, parce qu'on passe souvent notre temps à déposer des plaintes, mais on veut montrer qu'il y a aussi des gens courageux qui se battent. Il y a des journalistes, des fonctionnaires, des politiques et des gens comme M. Deltour qui ont travaillé dans des cabinets d'audit et qui se battent pour l'intérêt général. Et ces gens-là, il faut les encourager et les protéger. Or, aujourd'hui, le problème, c'est qu'il n'y a pas de statut de protection du lanceur d'alerte. Alors, il n'y a pas de statut de protection du lanceur d'alerte. Il y a quand même des progrès qui sont faits. En France, il y a un projet de loi ou une proposition de loi qui est en discussion en ce moment. Oui, la loi Sapin 2, qui n'est pas inintéressante, mais qui ne protégerait les lanceurs d'alerte que en matière de corruption. Donc ça ne s'appliquerait pas à M. Deltour. Il faut aller beaucoup plus loin. Nous, on souhaite un statut global de protection de tous les lanceurs d'alerte, y compris donc ceux qui dénonceraient des atteintes graves. Et ça veut dire quoi, les protéger? C'est-à-dire déjà instaurer leur sécurité, parce que certains sont menacés, leurs maisons ont brûlé. Enfin, parfois, ça va jusque-là. Évidemment, parce qu'ils menacent des intérêts très puissants. C'est des milliards. Et puis aussi, les soutenir financièrement pour qu'ils puissent payer leurs frais d'avocat. On ne se rend pas compte, mais par exemple, dans le cas de Denis Robert de l'affaire Clearstream, il a essuyé 63 plaintes déposées dans plusieurs pays. Denis Robert qui est un enquêteur, un journaliste français, qui avait dénoncé le scandale Clearstream. Rappelez-nous, c'était aussi au Luxembourg une banque qui permettait des arrangements fiscaux aussi. Qui crée l'opacité, qui permettait le blanchiment. Et donc Denis Robert a eu 63 plaintes et il a passé 10 ans de sa vie à se défendre. Ça a coûté des centaines de milliers d'euros. Donc on voit bien la détresse des lanceurs d'alerte. Il y a un article de Libération qui titrait lanceurs d'alerte piège à conviction. C'est un peu ça. Ce sont des gens qui défendent l'intérêt général et qui se trouvent piégés. Ils doivent subvenir à leurs besoins, payer les frais d'avocat. Et donc, il faut instaurer une protection pour ces lanceurs d'alerte qui, je vous le rappelle, font économiser des milliards ensuite aux États. C'est-à-dire que Antoine Deltour va nous permettre d'améliorer la protection, éviter l'exil fiscal ou l'optimisation fiscale, ce qui a un petit peu commencé avec l'échange d'informations. Effectivement, il y a aujourd'hui une transparence sur ces accords fiscaux entre États. Donc, ça avance un petit peu. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus en avant que la France, par exemple, en matière de protection des lanceurs d'alerte? Oui, enfin, il y a quelques pays un petit peu plus en avance qui vont prendre en charge notamment le paiement des frais d'avocat. Mais est-ce que le Parlement européen a un rôle à jouer, par exemple, en la matière? Bien sûr. Le Parlement européen pourrait prendre une loi, une directive au niveau européen
Oui, ce serait formidable. Le Conseil de l'Europe va en ce sens en disant les lanceurs d'alerte ne sont pas protégés alors qu'ils défendent l'intérêt général. Je dis ça parce que le paradoxe, c'est qu'Antoine Deltour a reçu le prix du citoyen européen 2015. Oui. C'est un prix qui était décerné par le Parlement européen. C'est quand même assez paradoxal. Il est en même temps poursuivi par le Luxembourg et il reçoit un prix du Parlement européen. Et c'est pour ça que ça montre bien le problème de l'absence de statut, de définition du lanceur d'alerte, de statut et de l'absence de protection. C'est que ces gens-là sont utiles, tout le monde le reconnaît. Personne ne remet en cause que les informations divulguées ne sont pas intéressantes, hein, puisque il y a eu un avancement de la législation européenne. Il y a eu la création d'une commission spéciale qui existe toujours et qui va réfléchir justement pour améliorer la lutte contre l'optimisation fiscale. Donc les choses avancent grâce à Antoine Deltour. Alors évidemment, derrière ces montages fiscaux, il y a la grande question des paradis fiscaux. Les paradis fiscaux, c'est j'imagine, encore de beaux jours devant eux. Mais c'est le véritable problème. C'est le cancer de notre démocratie, de nos démocraties, puisqu'on a 30 paradis fiscaux et qui empêchent en fait de réguler tout ça, puisqu'il suffit d'aller dans ces paradis fiscaux pour contourner les lois qu'on met en place. Et il faut savoir que les banques françaises ont des filiales dans les paradis fiscaux. Donc il faut instaurer au niveau européen, évidemment, une réglementation sévère. Et là, les sommes, vous avez parlé de 1 000 milliards par an, mais j'imagine que l'ensemble des paradis fiscaux du monde, c'est beaucoup plus que 1 000 milliards par an. Un tiers des capitaux mondiaux transitent par ces paradis fiscaux. Donc on est vraiment au cœur du problème de nos démocraties actuelles. La fiscalité, une fiscalité équitable, c'est vraiment un enjeu démocratique. Bien sûr, parce que tous nos pays aujourd'hui ont des problèmes budgétaires, sont en crise, et l'argent il est là tout simplement. Lorsque vous regardez les estimations du coût de la fraude fiscale, sans parler de celui de la corruption, l'argent il est là. Alors soit on va augmenter les impôts, soit baisser la qualité des services publics, soit on va mieux lutter contre la corruption et l'exil fiscal et la fraude fiscale. L'argent il est là. Merci Jean-Christophe Picard. Je rappelle donc l'association Anticor et vous soutenez donc Antoine Deltour qui va bientôt passer en jugement devant un tribunal luxembourgeois. Nous suivrons bien sûr cette affaire sur TV5 Monde. Merci beaucoup. Merci à vous.